Bonjour Madame Husson-Traoré, vous êtes directrice générale de Novetic. Merci d'avoir répondu à l'invitation d'AG2R La Mondiale. Nous sommes ensemble pour parler du changement climatique et plus précisément de quelle façon les entreprises peuvent agir pour le climat. Alors tout d'abord, face à l'urgence climatique, est-il encore temps d'opérer une transition juste, c'est-à-dire qui concilie les aspects environnementaux et sociaux? Alors, il est toujours temps, hein, mais il est plus que temps d'accélérer la transformation. Et la guerre en Ukraine est une démonstration du fait que trop attendre pour essayer d'être le plus indépendant possible des énergies fossiles, d'autant plus si elles viennent de Russie, nous met dans une situation épouvantable, puisque finalement, alors qu'on veut prendre des sanctions très fortes contre la Russie, on ne prend pas la principale, celle qui couperait les vivres de Poutine. Et donc, ce que ça montre, en fait, c'est que l'idée de la transition juste est une idée tout à fait et la bonne, puisque évidemment, la transformation suppose qu'il y ait certains secteurs qui disparaissent quasiment aujourd'hui, d'autres qui émergent, et qu'il faut bien évidemment, d'un point de vue social, adapter ceux qui vont disparaître, former ceux qui sont dans des métiers qui doivent disparaître à d'autres métiers. Et ça, c'est de l'ordre du plan Marshall, hein, bien évidemment, et à l'échelle de la planète et pas seulement à l'échelle de la France. Et là, on voit bien qu'on n'est pas lancé là-dedans aujourd'hui. On est lancé dans une stratégie qui se fixe un objectif lointain, 2050, en espérant qu'il y aura un miracle vers 2035 ou plutôt 2042, qui va permettre d'y être. Or, si on veut être sérieux sur une transition juste, sur l'accompagnement, il faut déjà être clair sur les objectifs, il faut avoir un plan d'action et il faut mettre les moyens nécessaires en termes de formation, par exemple, à la fois en formation initiale, mais aussi en formation continue. On est en train de mesurer à quel point il manque partout du personnel compétent, à la fois dans le milieu de l'énergie, évidemment, mais surtout dans tous les milieux financiers ou autres. Par exemple, en finance durable, j'ai vu passer le chiffre l'autre jour, même pas 200 étudiants chaque année. Et or, les besoins se comptent par dizaines de milliers. Donc, on a vraiment un gros sujet. Faire la transition juste, c'est une bonne chose. Se le fixer comme objectif, oui, mais il faut un plan d'action derrière. Et là, on n'a pas commencé. Quels sont les principaux leviers d'action des entreprises pour accélérer leur transition environnementale? Alors, le principal point d'action aujourd'hui, c'est d'avoir une vraie vision holistique de ces impacts environnementaux. Ce que je veux dire par là, c'est que depuis 2015, il y a une compréhension du sujet climat qui, en plus, est assez difficile parce que finalement, quand on dirige une entreprise, on n'est pas forcément intuitivement, on n'est pas conscient des émissions de gaz à effet de serre qu'on peut avoir. On est encore moins conscient des émissions de gaz à effet de serre indirectes, soit par l'achat qu'on peut faire, soit par la consommation de ces produits. Par exemple, dans une banque, le principal impact en termes de CO2, c'est les projets qu'ils financent. Ou le principal impact pour le secteur auto, c'est bien l'usage des voitures. Donc l'usage des voitures, lui, il considère que son métier, c'est de vendre des voitures. Donc il y a vraiment toute une compréhension de mesurer et d'évaluer l'impact environnemental qu'ont ces produits et son métier. Et ça suppose donc, une fois qu'on a bien compris tout ça, à la fois de réduire, de changer son mode d'approvisionnement énergétique. Donc, par exemple, les entreprises qui ont compris ça font des engagements d'approvisionnement à 100% renouvelable. C'est le cas de toutes les grandes de la tech américains, par exemple. Et puis, par ailleurs, surtout, de travailler à l'éco-conception de ces produits et d'aller vers l'économie circulaire. Donc, ça suppose des révolutions en termes de production, de relocalisation, bien évidemment aussi, mais surtout avoir vraiment, et ça c'est le plus important et c'est encore très très rare, une vision holistique et une compréhension et un alignement de son modèle avec ce qu'on appelle les limites planétaires. Alors il existe des cas, hein. L'Oréal par exemple a lancé en 2020 une stratégie sur la biodiversité en tenant compte de ce modèle, c'est-à-dire des limites planétaires, de façon à limiter le plus possible son empreinte sur ces limites. Donc ça suppose évidemment de réduire ses besoins en matières premières, mais aussi d'améliorer ses processus de fabrication, mais enfin, et surtout d'essayer de recycler, d'éviter par exemple en termes de packaging, de mettre plein d'emballages plastiques ou papier dans la nature. Tout ça, ça se repense, mais encore une fois de façon très globale. Et aujourd'hui, on a quelques entreprises qui font ça, mais elles sont encore très rares, et c'est tout le problème. Est-ce que ça ne suppose pas aussi de mesurer de façon très rigoureuse et précise les impacts environnementaux de son activité? Alors, c'est un peu le serpent qui se mord la queue depuis en partie 2015, puisque effectivement, et surtout dans la finance, où on est habitué à manipuler des chiffres, donc des abstractions qui sont en revanche très précises.
Dans le cadre des empreintes environnementales, on a évidemment des données scientifiques, mais qui sont toutes macro. Et faire un lien de façon précise avec des données micro à l'échelle d'une entreprise ou d'une usine, c'est extrêmement compliqué. Et donc, du coup, si on attend d'avoir la méthodologie qui permettra de mesurer précisément, il sera trop tard pour beaucoup de choses. Concrètement, si on prend un sujet comme l'eau, qui n'est pas celui du climat, mais tous les sujets sont reliés, hein. Évidemment, le changement climatique aggrave les problèmes de sécheresse partout dans le monde. Donc, pour essayer d'évaluer de quelle façon les entreprises sont exposées à un risque d'eau parce qu'elle vient à manquer et donc ils doivent stopper leur processus industriel, tout comme l'énergie quand elle est trop chère, eh bien, il faut combiner des données. Il faut combiner la donnée des réserves en eau d'un pays donné, l'exposition géographique de l'entreprise, et puis aussi quelle est sa politique de gestion de l'eau, est-ce qu'elle est dans des stratégies d'efficience ou pas. Donc, en fait, c'est très concret. Mais effectivement, ça suppose, et c'est pour ça que la question des gens formés à est essentielle, puisque ça suppose des compétences d'ingénieurs, de scientifiques, combinées à de la gestion financière. Par exemple, c'est aujourd'hui les gens dont on a besoin pour faire toutes ces mesures et toutes ces réorientations sont des gens qui, en général, ont au moins une double, voire triple compétence et surtout sont capables de penser en dehors du cadre. Et ça, on ne forme pas beaucoup les gens à ça aujourd'hui. La pression des épargnants qui sont de plus en plus enclins à donner du sens à leur placement, la multiplication des labels du type ISR ou Greenfin, sont-elles suffisantes pour donner un plus grand essor à l'investissement responsable? Alors, Novetic existe depuis 20 ans, donc on est bien placé pour voir l'accélération des volumes du nombre de fonds gérés en intégrant des critères durables et une accélération qui se mesure tout autant dans toutes les enquêtes qui convergent pour dire qu'aujourd'hui, les épargnants, bien évidemment, ils veulent que leur argent soit bien géré et c'est pour ça qu'ils le confient à des acteurs financiers. Mais en revanche, ils veulent avoir des garanties sur l'orientation, sur le bénéfice environnemental ou social, voire les deux, que peuvent apporter ces produits. Et puis surtout, ils veulent de l'information aussi sur où est leur épargne, parce que finalement, c'est leur argent. Donc, c'est important de leur rendre compte de où cet argent est investi. Et ça, c'est vraiment ce qu'a apporté l'ISR, l'investissement socialement responsable, depuis plusieurs années. C'est le fait de rendre compte non seulement du fait qu'on fait prospérer de l'argent qui vous est confié, mais surtout aussi de quelle façon, avec quel type d'actifs, etc. Et donc, la grande révolution qui se prépare, c'est qu'à partir de cet été, les conseillers financiers vont devoir demander les préférences ESG, c'est-à-dire environnementale, sociale et de gouvernance, des clients qu'ils auront en phase 2. Et là, va s'ouvrir un dialogue plus difficile que précédemment, puisque une fois qu'ils auront ces préférences, ils vont avoir en phase 2, alors ça va varier évidemment, ils peuvent potentiellement avoir en phase 2 des gens très engagés sur l'environnement qui vont vouloir des produits qui répondent à cette attente. Et là, l'offre de label, aujourd'hui, par exemple, on a le label Greenfin qui peut potentiellement répondre à ces attentes parce qu'il est orienté sur les qualités environnementales du fonds. Mais pour être très clair, il y a une trentaine de fonds cotés qui sont disponibles sur le marché. Donc, vous voyez bien le décalage entre l'offre et la demande. Le gros de l'offre labellisée aujourd'hui, elle est labellisée ISR, ce qui est important pour attester de la qualité des processus de gestion. Mais en revanche, c'est un label qui n'est pas du tout orienté sur la composition du portefeuille. Il n'a aucune exclusion. Et pour lancer l'alerte, une association d'acteurs de la finance responsable vient de lancer une pétition pour demander à ce que le label ISR puisse exclure les énergies fossiles. Alors pourquoi ? Parce que leur idée, c'est qu'effectivement, s'il n'y a pas ce type d'exclusion, on peut avoir un décalage entre l'attente des épargnants qui ont bien compris les sujets des énergies fossiles, la dépendance au gaz russe, etc., et qui pourraient voir apparaître dans des fonds labellisés des entreprises qui les interrogeraient. Donc on est en train d'entrer dans une nouvelle phase. Pour l'instant, il y a quand même encore un assez gros décalage entre l'offre et la demande, mais normalement, sous l'impulsion de cette nouvelle réglementation, et celle de la taxonomie qui va pouvoir clarifier ce que c'est qu'une part verte d'un investissement. On espère que d'ici probablement plutôt 2 ou 3 ans, l'offre qui répond clairement à des attentes environnementales mais aussi sociales fortes sera plus lisible et plus claire pour l'épargnant et c'est ça qu'il attend en tout cas. Donc, globalement, vous restez optimiste? Alors, vous connaissez cette phrase célèbre, l'optimisme de la volonté et le pessimisme de je sais plus quoi. Non, je reste optimiste parce que je sais que c'est un peu difficile de voir ça aujourd'hui comme ça, mais finalement, le Covid-19 a été aussi un moment d'interrogation totale sur nos modes de consommation, de la façon dont on était organisé, la mondialisation elle-même qui peut quand même se tarir assez vite, hein, on manquait de masques.
on manque de microprocesseurs. La guerre en Ukraine vient achever le processus en disant qu'effectivement la dépendance aux énergies fossiles est beaucoup trop coûteuse et permet d'armer des fous sanguinaires comme Poutine. Donc du coup, on est bien, en fait, on a entamé une révolution. Et le signal fort du moment, c'est le patron de BlackRock qui vient de publier une lettre hier en disant que la guerre en Ukraine met fin à la mondialisation. Et donc, on est entré dans une époque de transformation profonde. Le Covid a montré que la plupart des peuples étaient capables d'accepter des mesures absolument délirantes de transformation radicale de leur mode de vie. Et donc, il y a de l'espoir là-dedans. Ça veut dire qu'effectivement, si on leur explique pourquoi et comment, en fait, les citoyens sont très capables d'accepter des transformations du moment qu'ils comprennent que c'est pour les protéger, les accompagner dans une transformation. Et pour l'instant, le chaînon manquant, c'est d'avoir partout dans le monde des dirigeants politiques qui sont capables, un, de voir que les citoyens ont changé, et deux, de proposer des programmes et de s'aligner sur une ambition forte en termes environnementaux. On a vu à la COP26 qu'on n'en était pas encore là. On va quand même rester sur cette note d'espoir. Merci beaucoup, Madame Husson-Traoré. Je vous en prie.